Nevache pour cette série de questions. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, sur le travail avec la CNIL et avec la Défenseure des droits, vous savez bien sûr que, notamment au moment de la loi sur la République numérique, il y a eu une réflexion sur, au fond, la parenté qui pouvait exister entre la CNIL et la CADA, au point que certains parlementaires ont préconisé la fusion des deux institutions, notamment du côté du Sénat. Et puis finalement, ça n'est pas ce qui a été retenu par le Parlement. Et il a été décidé, d'une part, d'une participation croisée des présidents au collège de l'autre instance. Donc je suis membre, enfin je serai membre si le président de la République me nomme après que vous l'ayez accepté de la CNIL. La présidente de la CNIL et ou son représentant est membre de la CADA. Et cette présidence croisée, enfin cette présence croisée est très utile et fonctionne très bien. D'autre part, il y a la possibilité de faire des collèges communs. Il y en a eu très peu. Il y en a eu un en 2017 et un en 2019, parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de matière à faire des collèges communs, sauf pour faire des guides. Et pour soit décider de les faire, soit les valider. Et c'est ce qui a été fait. Il y a donc un guide commun, notamment sur l'open data, qui est un guide que je ne peux pas vous donner parce qu'il est uniquement en ligne, mais qui est très utile, je pense, pour les administrations, pour connaître, au fond, la manière de mettre en œuvre la loi. Voilà, avec le défenseur des droits, en réalité, il est clair que la communication est un droit et une liberté. Et en même temps, nos champs sont un peu différents, même s'il faut qu'on entretienne sans doute des relations plus fortes. Alors, je dis à cet égard que le regroupement des AI dans le même immeuble, ça a l'air de rien, mais concrètement, les agents des différentes agences, ils prennent le café ensemble, quoi, hein. En tout cas, quand il n'y a pas le Covid. Et ça facilite évidemment le travail en commun. Sur les collectivités territoriales, oui, il y a un guide. Le site internet de la CADA est assez exemplaire. Je le dis parce que je suis strictement pour rien, mais quand j'ai commencé à travailler pour cette présentation, je suis évidemment allé le regarder, et il est très très bien fait, avec des mots-clés. Et au fond, si une collectivité se pose la question et va sur le site de la CADA, honnêtement, elle va trouver la solution. Après, on connaît la difficulté des communes de taille modeste qui ne sont pas très staffées administrativement. Et puis, il faut quand même le dire, parfois, l'administration, voire l'élu, savent qu'il faut communiquer, mais le document en question concerne une autre personne. Je prends l'exemple du permis de construire, hein. C'est le permis de construire du voisin, on n'a pas très envie de le donner, et au fond, on attend que la CADA dise qu'il faut le donner pour pouvoir dire, écoutez, j'étais obligé, quoi, hein. Donc, voilà. Et malheureusement, c'est résiduel, mais ça existe quand même. Dans la vie concrète, ça existe. À Monsieur Houllier, je dirais que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui sont aujourd'hui délivrées par les réseaux sociaux, par les geeks, voilà. Est-ce que cette information est une information validée? C'est ça la question. Et moi, je crois que l'important, c'est que l'information, la communication sur des documents administratifs, elle émane, si j'ose dire, du producteur, hein, ou de celui qui la détient. Et parce qu'on connaît tous les effets assez délétères de communication orientée, de documents
comment dire, habilement découpé. Il y a façon de communiquer, si j'ose dire. Hein. Ne pas communiquer l'intégralité d'un document, ça peut être parfois un peu le, comment dire, hein, le manipuler, si j'ose dire. Et donc voilà, donc je pense que la Commission garde de ce point de vue-là tout à fait son rôle. Et je voudrais répondre à M. Matras sur cette question. En fait, le taux de réponse de l'administration aux avis de communication de la CADA, nous ne le connaissons pas. Parce que les administrations ont théoriquement l'obligation de répondre à la CADA et de dire s'ils ont communiqué, mais beaucoup ne le font pas. Ce qui ne veut pas dire que la communication n'a pas eu lieu. Et il faut croiser cette information avec une autre information qui est le taux de recours aux tribunaux administratifs en cas de maintien, si j'ose dire, de la non-communication. Et ce taux de recours est stable et il est faible. Donc, les services de la CADA pensent que réellement, un avis de la CADA est suivi, si j'ose dire, dans l'immense majorité des cas, sauf quand il y a un débat juridique, et dans ce cas-là, il appartient au juge de le trancher, bien sûr. À Madame Untermaier, oui, je suis déterminé, si j'ose dire, à être transparent, et je crois avoir essayé de l'être aujourd'hui en vous donnant les chiffres et la réalité de ce qu'a été et de ce qu'est encore la situation de la CADA. Cette situation s'est dégradée dans les dernières années. Elle n'a été corrigée que relativement tardivement. J'espère que nous parviendrons à ce que ce soit pérenne et qu'on revienne dans des délais de communication plus... Mais voilà, l'exigence de transparence, elle s'applique d'abord à nous-mêmes. Sur les conflits d'intérêts, comment dire, alors j'ai rempli des déclarations de conflits d'intérêts depuis déjà un certain temps, enfin depuis que la loi m'en fait obligation. Et comme j'ai été dans des fonctions qui y conduisaient, je l'ai évidemment fait. Vous avez peut-être vu dans mon curriculum vitae que effectivement, je préside le conseil d'administration de l'Institut d'études politiques de Grenoble ou de l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Je ne suis pas sûr qu'il y ait réellement de conflit d'intérêts là. S'il y avait évidemment un dossier qui concerne ces administrations, il va de soi que je me déporterai et que je ne siégerai pas à la commission et que ce serait la vice-présidente qui le ferait. Ça me paraît aller de soi. C'est ainsi que nous procédons au Conseil d'État où je siège dans une section contentieuse. Il est bien évident que si, d'une façon ou d'une autre, j'avais le moindre intérêt ou même la moindre connaissance de l'affaire d'un point de vue, si j'ose dire, administrative, il est bien entendu que je ne siégerai pas. Ça me paraît tellement aller de soi que j'ai omis de le dire, mais c'est bien évident. Sur le secret des affaires, je suis tout à fait désolé de ne pas pouvoir vous répondre sur l'avis que vous évoquez, car très honnêtement, je ne le connais pas. Ce que je sais par contre, d'une manière générale, c'est qu'à la suite de la loi transposant la directive, il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup d'avis émis par la Commission qui, au fond, n'ont pas changé la jurisprudence de la Commission. Parce que la jurisprudence de la Commission depuis 1978 était assez... avec, comment dire, des bases juridiques, qui n'étaient évidemment pas la loi, mais qui étaient d'autres bases juridiques. Au fond, la jurisprudence est restée sensiblement la même. Hein, et il n'y a pas eu ce qu'on a vu dans la presse, les inquiétudes qui se sont manifestées, de fermeture ou de restriction du droit d'accès aux informations des entreprises. Je crois que cette inquiétude qui était légitime ne s'est pas traduite
dans la jurisprudence de la CANA, non plus d'ailleurs que des tribunaux administratifs et de l'ensemble de la juridiction. Je vous remercie, Monsieur Nevache. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ?